Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Et si vous êtes une femme ambitieuse mais essoufflée et que vous avez envie de reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, alors je vous invite à réserver dès aujourd'hui votre place pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. On commence le 20 novembre pour une aventure de sororité de 3 mois. Vous trouverez les informations sur mon site www.christinelevicki.com. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Carole Rinaldi pour vous parler de nos colères, de nos peurs et de nos blessures. Non pas pour les juger ou chercher à les faire disparaître, mais au contraire pour aller vers elles, les comprendre, grandir et surtout moins souffrir. Carole est coach et consultante en développement personnel. Sa chaîne YouTube, La Télé Bienveillante, est suivie par des milliers d'abonnés. Elle est aussi co-autrice avec Anne Guiringhelli du livre « Blessures émotionnelles, comment grandir de ce qui nous fait souffrir » publié chez Larousse. Cet épisode est pour vous si vous vous surprenez souvent à réagir de manière viscérale face à certaines situations. Vous sentez que vous portez en vous des blessures et que plutôt que de chercher à les masquer, il serait peut-être temps que vous osiez aller vers elles pour les cicatriser. Vous en avez marre de souffrir et vous avez envie de retrouver votre pouvoir. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Comment reconnaître nos blessures émotionnelles et surtout, comment grandir à partir d'elles? Y a-t-il un problème racine qui se cache derrière l'ensemble de ces blessures? Comment se libérer de nos peurs et réussir à avoir confiance en soi? En quoi prendre soin de nos blessures est un vrai chemin d'amour de soi? Alors bienvenue Carole et merci d'avoir accepté cette invitation de me rejoindre pour cet épisode. Merci Christine et bonjour à toi et bonjour également à toutes les personnes qui nous écoutent. Je suis ravie d'enregistrer ce podcast avec vous aujourd'hui. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'où te vient cette passion pour les blessures émotionnelles? Alors merci de poser la question parce que on me la pose pas souvent et on a souvent tendance peut-être à laisser croire que ça me vient de choses plaisantes de ma vie alors que pas du tout. Cette connaissance des blessures émotionnelles à l'époque, je savais pas comment ça s'appelait concrètement, mais ça a été une observation des gens qui m'a servi à me protéger parce que quand j'étais plus jeune, j'étais dans un contexte d'adversité, notamment avec un homme chez qui je vivais sous le même toit et qui était assez menaçant. Et de comprendre en fait comment me protéger, à quel moment il fallait que j'intervienne, à quel moment il ne fallait pas que je le fasse, sur quel ton, est-ce qu'il y avait des mots à employer qui pouvaient apaiser la situation, d'autres au contraire qui pouvaient l'exacerber, me mettre dans une situation d'insécurité. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'observation de l'autre. Et cette observation, de fil en aiguille, après, avec mes études par la suite, s'est avérée, j'ai mis des mots sur ce que j'avais appris et j'ai découvert que ça s'appelait notamment les blessures émotionnelles. Alors qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? Alors, une blessure émotionnelle, ce sont ces événements de vie de notre passé qui continuent d'avoir une influence dans l'instant présent. Donc on le connaît de manière très populaire par l'ouvrage Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, avec la blessure de trahison, l'abandon, l'injustice, le rejet et l'humiliation. Donc ce sont des expériences de vie
qu'on a vécues douloureusement, qui ont laissé une empreinte dans notre passé. Et tout l'objet de l'ouvrage qu'on vient de faire paraître avec Anne Guiringhelli, c'est de s'intéresser à l'idée que ce ne sont plus ces blessures-là concrètement qui ont le pouvoir dans l'instant présent de nous manipuler. Elles appartiennent au passé et dans l'instant présent, on observe qu'il y a des traces communes à ces blessures-là qui sont observables, qui sont identifiables, quelle que soit la blessure de la personne. Et donc on se concentre principalement sur ces traces-là dans l'instant présent pour aider les gens à retrouver du pouvoir et créer leur vie beaucoup plus alignée avec leur être, leurs désirs, leurs valeurs. Donc en fait, ces blessures restent dans le passé, mais qu'est-ce qui est dans le présent alors? Qu'est-ce qu'on travaille dans le présent? Justement, donc ce qu'on travaille dans le présent, on le repère à partir déjà de nos interprétations des faits. C'est-à-dire que quand j'accompagne une personne, il y a toujours factuellement ce qui se passe dans sa réalité, mais il y a aussi toujours pourquoi elle y réagit. Parce que deux personnes ne réagissent peut-être pas de la même manière à une même situation. Et même si deux personnes réagissent à la même situation avec la même émotion, c'est pas forcément pour les mêmes raisons. Donc déjà, c'est à partir de cette interprétation des faits qui est très riche, très personnelle, qu'on peut aller voir entre ce qui se passe dans l'environnement extérieur et ce qui est touché pour moi à l'intérieur, retrouver quel est le problème racine qui est en train de s'éveiller, de s'activer et qui est une trace de cette blessure émotionnelle passée. Donc parmi ces problèmes racines, on retrouve la croyance limitante, on retrouve la peur de revivre la blessure émotionnelle originelle, on retrouve ce que j'appelle la ligne de conduite, et pour faire très court, la ligne de conduite, c'est ce qu'on a enregistré à partir de l'événement de vie douloureux qu'on doit faire, être, avoir pour s'éviter de le revivre, donc pour être aimé, pour être accepté. Et le quatrième problème racine, c'est la supposition. La supposition, c'est cette tendance à croire, pour faire très court, que les événements qu'on vit parce qu'ils sont désagréables et inconfortables, ils sont un problème. Je pourrais en dire davantage si tu le souhaites, mais voilà déjà comment résumer les 4 problèmes racines, qui sont finalement les traces de ces blessures et sur lesquelles on peut concrètement agir dans l'instant présent. Donc ce que tu nous proposes, c'est d'agir sur ces problèmes racines plutôt que sur la blessure directement. En réalité, les deux sont connectés. Donc en agissant sur ces problèmes racines, en réalité, on travaille la blessure émotionnelle, on travaille ce qu'il en reste dans le présent. Parce que l'erreur que font les gens, c'est de croire qu'il y a une fatalité entre ce qu'ils ont vécu dans le passé et un lien de cause à effet logique avec leur présent. Et il n'y a rien de pire pour rester en impuissance face à un événement qui est terminé, donc qui appartient au passé, et de continuer à rester en position de victime par rapport à ces blessures. Alors que là, la première chose qu'on fait avec un client, c'est justement sortir du concept que la blessure émotionnelle nous limite. Elle a du pouvoir, la blessure émotionnelle, quand on ne sait pas, quand on n'a pas connaissance de son existence et quand on ne sait pas l'identifier. Dès l'instant où quelqu'un est capable de dire « c'est la blessure d'abandon qui me concerne » ou « c'est la blessure d'injustice », c'est bien que la personne se base sur certaines observations pour pouvoir en déduire ça. Et donc ces observations, ça veut dire concrètement dans son instant présent, soit un manque d'outils pour l'aider à transformer peut-être les croyances limitantes, les peurs, ou alors tout simplement qu'il y a encore parfois plus de bénéfices à faire le choix de la peur ou de la croyance limitante que d'aller vers quelque chose encore plus incertain, peut-être encore plus inconnu, qui fait encore plus peur que les schémas qui peuvent la faire souffrir dans le moment. Et pourtant, quelque chose qui serait peut-être plus meilleur pour cette personne. Concrètement, on est bien d'accord. C'est tout le dilemme entre savoir qu'il y a des décisions pour soi qui sont sages, mais pour autant, si on prend par exemple la peur de quitter un partenaire qu'on sait la relation n'est pas bonne pour soi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je quitte cette relation qui me fait souffrir, mais en même temps, si je quitte cette relation, est-ce que je vais retrouver du soutien? Est-ce que je vais revivre ma blessure émotionnelle? Est-ce que potentiellement je vais me retrouver seule? Et donc, on se retrouve face à ces deux formes d'inconfort et potentiellement deux inconforts qui font peur à la personne, mais pour autant, la décision qu'elle sait être la meilleure pour elle peut s'avérer être encore plus inconfortable que l'habitude et peut-être l'inconfort de vivre dans la relation à laquelle elle est habituée. Mmh. Oui, c'est ça. On dit toujours, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et parfois, on sait que où on est, c'est inconfortable, mais c'est presque plus inconfortable de quitter ça, donc on n'ose pas le faire, quoi.
Voilà, c'est l'idée. Il y a des outils pour apprendre à le faire et c'est tout à fait légitime de ressentir ça. Mais ça fait partie également du processus de transformation des blessures émotionnelles, d'avoir cette conscience-là, qu'on fait des choix et pas toujours des choix qui nous servent. Mhm, mhm. Alors, on parle donc des 5 blessures émotionnelles principales qui sont la trahison, l'abandon, l'humiliation, le rejet et l'injustice. Alors pour certaines personnes, peut-être que c'est évident de savoir quelle est leur blessure parce que peut-être qu'ils ont vécu un trauma très particulier, très spécifique, qui permet d'identifier clairement quelle est la blessure principale. Mais quid des autres quand, en tout cas pour moi personnellement, quand je regarde, c'est pas simple pour moi d'identifier quelle serait ma blessure émotionnelle principale. Alors justement, dans le livre qu'on a écrit avec Anne Guiringhelli, on s'appuie sur ce qui existe déjà pour identifier les blessures, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a des outils pragmatiques pour le faire, qui sont notamment l'étude de la morphologie, qui sont aussi l'étude de nos réactions dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas forcément évident, et tu as absolument raison de le dire, parce que il y a aussi, c'est pas pour rien que ça s'appelle blessure émotionnelle, c'est aussi parce que cette partie-là est protégée chez nous. C'est pas des choses forcément acceptables et agréables à avoir conscience. Donc déjà, c'est pas évident de le faire par soi-même parce que on peut être influencé sur qu'est-ce que je trouve acceptable par rapport, par exemple, dans la description d'une blessure émotionnelle et avoir tendance à aller vers ça. Et du coup, se tromper parce que c'est pas parce que c'est acceptable que c'est la blessure nécessairement qui me concerne le plus et qui est la plus souffrante. Donc en gros, on peut se centrer sur l'étude de la morphologie. Donc je ne sais pas si je la Alors, détaille. est-ce que tu peux développer un petit peu ça? J'ai trouvé ça très, très surprenant dans le livre de se dire que notre morphologie pouvait parler de notre blessure émotionnelle. Alors tout à fait. Donc là, on parle du travail de psychiatres qui sont notamment William Reich, Alexander Lowen, John Pierrakos également. William Reich a été le premier à introduire cette notion de cuirasse corporelle. Il a étudié en fait que ce qui se passe dans le corps se passe aussi dans l'esprit. Et quand notamment, pour faire court, il y avait une douleur psychique, il y avait également un système de contraction au niveau du corps, de contraction musculaire, qui, quand elles étaient répétées, formait une cuirasse qu'il appelait cuirasse caractérielle, dans le but de nous protéger au même titre qu'on peut avoir des mécanismes de défense au niveau mental, comme par exemple le déni ou la suppression. Donc pour te répondre comment nos blessures sont en lien avec notre morphologie, ça fait appel à ce travail-là. Comment on observe concrètement? Alors c'est très caricaturé ce que je vais dire, surtout qu'on a au moins 4 à 5 blessures émotionnelles, donc je vais faire une caricature, mais ça demanderait vraiment une étude pour chacun plus poussée de la morphologie. Si on donne par exemple la blessure émotionnelle d'injustice, qui est connue pour sa correction, sa droiture, faire les choses bien, le plus parfaitement possible, eh bien on va retrouver également ce type de fonctionnement et les croyances de je dois faire les choses parfaitement pour être aimé au niveau de la morphologie. On va avoir une personne qui a tendance à avoir une grande maîtrise d'elle-même, de la droiture au niveau du corps, beaucoup de raideur. Donc on retrouve ce lien entre l'aspect de la morphologie et les croyances. De même au niveau de la blessure émotionnelle d'abandon, qui fait appel notamment au stade oral dans les recherches de Freud. Ce stade en fait où on a besoin du soutien, de la valorisation des autres. La morphologie se comporte comme la croyance principale de la personne qui est j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'attention. Et donc on va voir un corps qui globalement dans sa généralité va manquer de tonicité. Même moi qui suis issue du milieu de la préparation physique et mentale, des personnes qui font du sport avec cette blessure émotionnelle majoritaire et qui le disent, ça me fait sourire parce que la manière de l'exprimer c'est on dirait que le corps ne prend pas. Comme si le corps avait un intérêt supérieur à travers sa cuirasse corporelle, des bénéfices à obtenir également parce que dégage l'aspect physique pour pouvoir se protéger et s'éviter de revivre des douleurs qui n'ont pas été acceptées dans le passé. Donc, ok. C'est intéressant. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que autour de ces 5 blessures émotionnelles, en fait, tout notre être, tout notre système se met en place pour nous éviter de devoir les revivre. Alors pas tout notre système, mais en tout cas une partie qui reste marquée de notre système, qui est effectivement que comme j'ai souffert de cet événement, que peut-être j'ai pas su l'expliquer et qu'il a peut-être pas de sens, forcément ça crée de la peur à l'avenir de le vivre pour soi et également que d'autres puissent le ressentir par notre faute. Alors est-ce que tu parles de cet événement, est-ce qu'une blessure émotionnelle est liée à un événement précis? Alors ça peut être un événement précis,
mais pas forcément. Ça peut être dans l'enfance. On sait qu'on a aussi une capacité à vivre un événement qu'on a vu. Par exemple, si on a vu notre papa ou notre maman souffrir d'un événement en particulier, on sait que l'enfant peut avoir vu un événement et le vivre comme si ça lui était arrivé à lui-même. Et puis, ça peut être aussi une série d'événements. Je rappelle toujours qu'on parle de perception plus que d'événements. C'est-à-dire qu'il ne s'agit absolument pas de dire à l'issue de cet entretien que parce qu'on a des blessures, on a eu une enfance terrible et des parents stigmatisants. C'est simplement qu'on a tous une façon, en devenant adulte, en se développant de percevoir le rapport aux autres, l'interaction avec l'environnement extérieur. On va tous passer par des sentiments de frustration, des sentiments d'incompréhension. Et tout ça, avec l'intensité émotionnelle avec laquelle on l'accueille dans notre vie, ça va laisser des traces plus ou moins importantes qui vont laisser aussi des peurs et puis peut-être agir avoir une influence sur la manière dont on perçoit le monde, l'environnement extérieur. C'est ces traces-là qui vont continuer à exister à partir de un ou plusieurs événements qu'on a vécus comme intenses, où il n'y avait pas forcément de sens et qui nous ont paru particulièrement inconfortables. Super. Alors, on parlait tout à l'heure de problèmes racines et je me demandais est-ce qu'il y a quelque chose de commun derrière chacune de ces 5 blessures, justement, une racine commune? Alors c'est pour ça tout à l'heure que je te disais, il y a les critères qui permettent d'identifier les blessures, la réaction et la morphologie, mais qu'on n'est pas obligé de passer par ces critères-là pour pouvoir les identifier. D'ailleurs, dans le livre, on prend le total contre-pied de cette idée-là, parce qu'on va commencer par déjà s'intéresser effectivement à ces problèmes racines qui sont communs, quelle que soit la blessure émotionnelle majoritaire de la personne. Donc notre idée, c'est qu'on peut partir de l'observation des problèmes racines dans l'instant présent. Donc quelles sont les croyances, par exemple, qui me limitent? Quelles sont les pensées que j'ai tendance à avoir dans mon sujet qui ne me rendent pas service? Quelles sont les peurs peut-être que je ressens au quotidien? Peur du manque, peur d'être jugée, peur du regard des autres, peur d'être critiquée, peur de me faire avoir. Quelle est également peut-être la ligne de conduite pour laquelle j'aimerais être reconnue? Celle que je cherche peut-être à démontrer socialement. Ce sont des indicateurs sur lesquels mettre notre focus concrètement dans l'instant présent, très simplement par une observation de soi-même, et qui permettent, avec le cumul, de dire, sur le papier, effectivement, si je cumule telle croyance avec telle peur et avec telle ligne de conduite, c'est quand même un bon indice que je vais être concernée par telle ou telle blessure majoritaire. Tu peux développer un peu cette idée de la ligne de conduite? Ça attise ma curiosité. Alors cette ligne de conduite, merci, parce que c'est celui qui me fascine le plus parmi les problèmes racines. Ce concept de la ligne de conduite, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé avec la pratique, qui est que à partir d'une blessure, donc de ce fameux événement qui est souffrant, on va développer ce qu'on doit être, faire, avoir pour être aimé, donc pour pas revivre la blessure. Et qui dit ce que je dois faire, être, avoir pour être aimé, dit aussi ce que je dois pas faire, ce que je dois pas être et ce que je dois pas avoir. Et cette ligne de conduite, bien qu'elle ait été observée par différents thérapeutes, il y a souvent une méconnaissance de concrètement comment elle crée des problématiques dans la vie des personnes qui en ont fait une norme, en fait. On se rend même plus compte que c'est notre ligne de conduite. On appelle ça des valeurs. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus concret. Oui. Imaginons que j'ai souffert, je ne sais pas, de l'impuissance. Voilà, j'ai un événement dans ma vie où je crains l'impuissance. Du coup, dans ma ligne de conduite, si j'ai souffert de ça, je vais en déduire à partir de ce moment-là que la force, c'est bien. La puissance, c'est bien. Être indépendant, autonome, c'est bien. Le problème de ça, c'est que ça peut être une valeur, mais on est dans le cas d'une injonction. C'est-à-dire que j'aime ces choses-là parce que j'ai une injonction, une charge émotionnelle sur l'impuissance. C'est très différent de dire j'aime la puissance quand je suis à l'aise avec son opposé. Est-ce que je suis claire déjà jusqu'ici? Oui. Donc, voilà comment fonctionne la ligne de conduite. Il y a des choses que je vais aimer, ou même auxquelles je suis attachée, par exemple la force, la puissance. Le problème de cette ligne de conduite, c'est comme elle est basée sur une injonction, elle n'est pas maîtrisée, elle est faite à l'extrême. Je peux en parler parce que je connais bien la blessure émotionnelle de trahison. Moi, je vais avoir tendance à détester la faiblesse et être beaucoup dans la démonstration de force. Comment ça, cette ligne de conduite que je crois être mes valeurs, dont j'ai fait une norme, je me rends même plus compte que c'est issu de mes blessures passées,
Eh bien, tout simplement, dans mon quotidien, je vais avoir peu de temps pour me reposer. Je ne vais pas tenir en place 2 minutes. Je vais être toujours en train de prendre des engagements, de dépasser mes limites. Et le problème de ça, c'est qu'un moment comme c'est causé par le rejet de l'impuissance et de la faiblesse, ça va avoir des répercussions sur mon couple, sur ma santé, sur mon énergie, sur ma carrière. Donc cette ligne de conduite, elle est précieuse à comprendre parce que elle nous dirige et elle nous manipule à travers ce qu'on adorerait, ce qu'on adore, c'est-à-dire ce qu'on aimerait être reconnu publiquement. Moi, j'adorerais par exemple qu'on valorise que je suis une personne qui se bouge, qui est dans l'action, qui est forte, mais elle nous manipule aussi, du coup, elle nous rend vulnérables parce qu'il y a l'autre côté, l'autre face de cette ligne de conduite, qui est que du coup, si on m'accuse d'être faible, si on m'accuse d'être impuissante, je vais perdre mon pouvoir et je vais tout de suite rentrer dans un mécanisme de défense. Est-ce que tu vois du coup que les deux côtés nous rendent vulnérables? Le côté que j'appelle la survalorisation en créant des attentes d'être reconnu comme ça socialement, donc une pression, un contrôle sur moi-même pour être perçu de cette manière-là et donc des attentes avec les autres. Et de l'autre côté, plus j'ai l'attente d'être reconnu et je mets les efforts pour ça, si jamais mon attente n'est pas répondue, je suis vulnérable et je vais entrer dans un mécanisme de défense. Parce qu'après tout ce que je fais, il y a encore des gens qui sont capables peut-être de dire que je suis faible, que je suis pas assez forte, et je vais mal le vivre du fait que j'ai cette ligne de conduite. Mmh. Mmh. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on entend dire sur le travail sur les ombres. Alors tout à fait, c'est le travail justement, c'est pas pour rien que cette partie-là on la nomme ombre, c'est que quand on est dans cette ligne de conduite, on va voir très facilement en quoi on est bienveillant, respectueux, franc, mais on va pas avoir la même conscience de soi quand on l'est un peu moins. Donc c'est un bon indicateur, tu as absolument raison pour repérer sa ligne de conduite, c'est est-ce que je suis autant à l'aise à voir en quoi je suis respectueux et où est-ce que je le suis moins? Est-ce que je suis autant à l'aise à voir en quoi je suis parfois fort et en quoi aussi je suis parfois faible? Et de m'aimer pour les deux aspects, parce qu'en réalité, tous les êtres humains ont tous les états d'être. Seulement nos blessures émotionnelles nous font croire qu'on peut être une seule polarité, une seule partie qui est acceptable et tolérable à nos yeux. Mais ça, c'est pas l'amour inconditionnel. Ça, c'est l'amour appréciation. C'est pas pareil. Donc ce que tu sembles nous dire, c'est que prendre soin de nos blessures, c'est vraiment un chemin d'amour de soi. Clairement, c'est un chemin magnifique de connaissance de soi parce que du coup, on apprend de nos blessures passées, on apprend de ce qui nous limite dans l'instant présent. Donc on apprend à mieux se connaître, mais comment également à travers l'interaction aux autres. Donc l'autre a une place vraiment centrale dans cette connaissance de soi. Et c'est ça que je trouve absolument magnifique dans ce travail, c'est que c'est pas juste je travaille sur moi de manière égocentrée, c'est comment l'autre m'aide à devenir conscient de choses qui peuvent révéler mon potentiel à un niveau supérieur. Et de comprendre ça, ça ouvre tellement une bienveillance et un amour à soi-même que par répercussion, c'est également naturel d'ouvrir ça aux autres. Donc le travail pour moi sur les blessures émotionnelles, en tout cas, c'est l'outil le plus magnifique que je connaisse de connaissance de soi et d'ouverture aux autres. Et alors donc, en fait, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'on prend les situations qui nous arrivent, même des situations qui nous titillent, qui nous irritent, qui nous agacent, ou qui nous provoquent, qui nous embarquent dans nos réactions. On prend tout ça avec une autre paire de lunettes, en fait, et on se dit, en fait, tout ça, ce sont des opportunités pour moi d'apprendre à mieux m'aimer. Exactement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui éveille une émotion ou un mécanisme de défense, il y a ce qui se passe factuellement, mais il y a pourquoi c'est réactif pour moi. Et c'est précieux de savoir ça. Parce que par exemple, si j'identifie ma ligne de conduite, je vais me rendre compte de toutes les problématiques que ça engendre derrière. Et du coup, peut-être que cette situation qui n'a aucun rapport avec d'autres problématiques peut m'aider à faire d'une pierre deux coups. Si ça active une croyance limitante, c'est peut-être important que je me rende compte que des événements de vie me ramène et renforce à mon insu une croyance qui ne me rend pas service. Par exemple, j'avais hier en coaching une personne qui me disait j'ai été trompée par mon partenaire et donc je lui demande en quoi c'est réactionnel pour elle. Tout le monde ne le vit pas de la même manière. Elle me disait ça veut dire que j'ai pas été assez, ça veut dire que j'ai pas su satisfaire ses besoins. Croyance limitante, c'est vraiment important pour elle-même en fait, au-delà de cette relation, qu'elle prenne conscience qu'elle a ce schéma de pensée qui lui vient de son passé et qui continue à se renforcer à son insu, c'est-à-dire que
elle a un filtre de lecture devant les yeux qui lui permet d'aller chercher tous les détails, de venir renforcer ses croyances limitantes, c'est important qu'elle prenne conscience de ça pour la suite de sa vie. Grâce notamment à l'approche des problèmes racines qui lui permet, à travers tout ce qui est réactionnel dans sa vie, d'aller en profondeur, comme j'aime le dire, sous la face apparente de l'iceberg, d'aller chercher, elle, ce qui est vraiment réactionnel et touché à l'intérieur. Alors, j'ai envie d'orienter un peu la conversation sur une thématique qui est proche en général aux personnes qui m'écoutent et qui me suivent, qui est la thématique de la confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui travaillent avec moi et qui me demandent comment réussir à avoir confiance en soi. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, se cache derrière un manque de confiance en soi? Et surtout, que pouvons-nous faire dès aujourd'hui pour nous en libérer? Alors, c'est une question fascinante et j'espère, avec le temps qui m'est donné, de pouvoir y répondre au mieux. Déjà, un manque de confiance en soi, sur quoi on se base? Qu'est-ce que ça veut dire? J'adore poser la question à mes clients parce que bien souvent, ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours forcément dans ton manque de confiance où il y a des jours où c'est moins pire que d'autres. Donc s'il y a des jours où c'est moins pire que d'autres, ça veut aussi dire que dans ce global qui est le manque de confiance en soi, il y a forcément des jours où tu es plus confiant que d'autres. Donc déjà, c'est intéressant de se dire, est-ce que c'est pas mes perceptions qui créent le manque de confiance en moi? Est-ce que c'est pas la manière dont je regarde le problème? Et puis la seconde partie de la réponse, on parlait de la ligne de conduite, c'est quand même intéressant de regarder quelle ligne de conduite est la mienne à travers mes blessures, parce que si j'adore la modestie, si je déteste la prétention, si j'adore l'humilité, c'est pas étonnant que je dise que j'ai un manque de confiance en moi, parce que pendant ce temps-là, je suis en train de me protéger, on parlait tout à l'heure de douleur inconsciente, mais je suis en train de me protéger à ce qu'on ne me perçoive pas comme quelqu'un d'arrogant, quelqu'un de prétentieux, quelqu'un qui ose prendre sa place. Donc c'est déjà intéressant, ce manque de confiance, de poser clairement le problème. En fait, ça veut dire qu'on veut quelque chose, mais qu'en fait, on ne le veut pas. Quelque part, on a un mécanisme ambivalent à l'intérieur de nous. On a confiance en soi, mais tout dépend comment on le regarde et tout dépend quelle charge émotionnelle on a à l'assumer. Est-ce que je suis claire? Je veux bien que tu développes ce dernier point. Si j'ai une addiction à l'humilité, et donc je déteste qu'on dise par exemple de moi que je suis arrogant, je ne vais pas m'autoriser à dire que j'ai confiance en moi. Je ne vais pas m'autoriser à laisser les autres me complimenter. Parce que potentiellement, ça voudrait dire que je vais m'exposer de revivre ma blessure émotionnelle, par exemple être rejetée, si on me perçoit comme arrogant. Ce qui veut donc dire que j'ai du bénéfice à maintenir la croyance que je n'ai pas confiance en moi. Et le problème de cette croyance, c'est que factuellement, je vais la renforcer. Tous les jours, je vais avoir un filtre devant les yeux qui va venir me dire dans telle situation, tu n'as pas confiance en toi puisque tu as agi de telle manière. Mais je ne vais pas, à cause de ce filtre, aller voir toutes les choses que je fais bien, tous les jours où j'ai plus confiance en moi que d'autres, et que ça existe au même degré que je crois ne pas avoir confiance. Est-ce que c'est plus clair? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu recommandes de faire concrètement pour commencer ce chemin de libération? Alors concrètement, tu sais que j'aime le concret, donc allons-y. Le concret, c'est déjà se donner le droit à croire qu'on manque de confiance en soi-même, parce qu'on est dans une étape d'amour de soi et pas de lutte contre soi-même. Donc déjà, c'est OK si parfois j'ai cette croyance que je manque de confiance. La deuxième chose, c'est de réaliser en quoi elle a eu du sens, cette croyance-là, de quoi elle m'a protégée. Peut-être qu'un temps de ma vie, ne pas me mettre en avant, dire que j'avais pas confiance en moi, dire que j'étais timide, ça m'a servi à me protéger de douleurs encore plus grandes. Donc la deuxième étape, c'est de voir dans son passé en quoi ça a été utile, en quoi ça a eu du sens, et peut-être même à une période de vie en quoi c'était intelligent pour certains comportements. Sauf qu'aujourd'hui, si vous vous posez la question du manque de confiance, ça veut aussi dire que vous avez avancé et que vous avez un plus grand amour, une meilleure estime de vous pour faire autrement. Donc aujourd'hui, il s'agit juste de prendre conscience également de ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que dans mes jours où je crois manquer de confiance, il y a des jours où c'est moins pire que d'autres? Et donc ces jours où c'est moins pire que d'autres, qui veulent donc dire que je suis plus confiant, concrètement, comment je me sens? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Comment je me tiens? Et de progressivement mettre son attention sur ces choses-là, de regarder un peu plus tous les soirs en quoi j'ai été confiant, pour basculer en fait, inverser ce filtre qui, à mon insu tous les jours, va aller chercher les détails de confirmer que j'ai pas confiance en moi.
Donc de réaliser que c'est pas la réalité, tout dépend comment on regarde les choses, tout dépend où je mets mon focus, et ensuite de volontairement prendre le contre-pied de la croyance en listant tous les soirs 5 choses qui montrent que j'ai eu plus confiance en moi que d'habitude, ou j'ai été confiant dans telle situation, ou d'autres m'ont vu être confiant dans cette situation. Je peux aussi le voir à travers les yeux des autres. C'est intéressant, je parle dans le livre J'arrête de râler de cette idée que nous avons en effet comme des jumelles qui amplifient certaines choses. Et donc voilà, on peut choisir d'amplifier toutes les fois où on n'a pas eu confiance en nous, ou on peut choisir d'amplifier toutes les fois où on a eu confiance en nous. Et c'est très juste parce qu'il y a un besoin de cohérence. Si on regarde vraiment au niveau de la psychologie, il y a du sens à faire ça. Pour qu'une croyance continue d'exister, j'aime beaucoup cette citation de Pierre Pradervant qui dit « Une croyance est une pensée qu'on continue de penser ». C'est exactement l'idée en fait, c'est que pour notre besoin de sécurité, il faut une cohérence entre ce qu'on croit à l'intérieur et ce qu'on voit à l'extérieur. Donc même si j'en souffre, la croyance, elle est neutre en soi, c'est nous qui en souffrons, mais la croyance, c'est une pensée. Donc si je crois à l'intérieur que je manque de confiance en moi et que ma réalité extérieure le démontre, tout est cohérent. Et donc, à mon insu, je nourris quelque part ce besoin de sécurité puisque c'est lisse, c'est fluide. Ce que je crois à l'intérieur, j'ai de bonnes raisons de me sentir comme ça puisque ma réalité extérieure le démontre. Je vois beaucoup de liens entre les thèmes qu'on aborde aujourd'hui et l'épisode de podcast que j'ai enregistré avec Christian Junot sur le rapport à l'argent et sur nos relations à l'argent. Et en fait, tout ce qui se joue, comme tu dis, de la partie qui est sous l'eau de l'iceberg, en fait, tout ce qui se joue au fond de nous, dans nos profondeurs, qui en fait vont ensuite déterminer ou influencer ce qui va se passer concrètement dans notre réalité. Et donc de lever le voile là-dessus et de chercher à comprendre ce qui est tissé en nous en fait, et de peut-être démêler certains nœuds, se libérer de certains bagages. C'est un peu ça en fait l'invitation que tu nous fais. Exactement, moi j'ai beaucoup aimé ton podcast avec Christian Junot. Justement cette relation dont il parle, on peut le retrouver avec la ligne de conduite. Combien de fois j'accompagne des gens qui ont des difficultés avec l'argent parce que dans leur ligne de conduite, ils ont une survalorisation de l'humilité, de l'altruisme, de la générosité. Pendant qu'ils manquent d'argent, on ne peut pas dire d'eux qu'ils sont radins, on ne peut pas dire d'eux qu'ils ne sont pas altruistes, on ne peut pas dire d'eux qu'ils ne sont pas tournés vers l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on s'évite d'être accusés en disant qu'on n'a pas d'argent et factuellement en le démontrant. Et ça, Christian Junot en parle beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Super. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Carole, est-ce qu'il y a quelque chose, un mot de la fin, quelque chose d'important que tu n'as pas eu l'occasion de dire, que tu souhaiterais partager avec les auditeurs ? J'aimerais peut-être revenir sur cette idée que les blessures émotionnelles sont un outil de connaissance de soi-même et d'ouverture aux autres. Tout simplement, je souhaite vraiment à chacun de s'ouvrir à ces blessures, non pas pour se dire « je ne suis pas encore assez bien », mais justement de réaliser qu'à chaque instant, on est une version absolument magnifique de nous-mêmes, qu'on a de la valeur, y compris avec nos blessures émotionnelles, et surtout qu'il n'y a jamais une situation où on a zéro pouvoir. Donc même si on a vécu des choses difficiles dans notre vie, ça ne nous définit pas. On n'est pas défini par ce qu'on a vécu, et surtout, ce n'est pas une fatalité. À chaque instant présent, on est libre de s'aimer, on est libre de laisser le passé à sa place, et on est libre de devenir qui on a envie de devenir. Ça, c'est un message que je trouve absolument magnifique. Et j'aimerais juste finir avec cette idée que si vous avez des blessures fortes, c'est aussi un contraste fort à savoir apprécier la vie ensuite. Parce que quand on sait ce que c'est qu'une relation qui se passe mal, quand on sait ce que c'est que la violence, il y a beaucoup de choses dans l'instant présent qui prennent de la valeur parce qu'on sait que ce n'est pas un dû. Donc par contraste, paradoxalement, avec nos blessures de vie, on peut apprécier la vie à un autre niveau et la relation aux autres également. C'est un super message pour conclure cet épisode, Carole. Alors, j'invite les auditeurs, bien évidemment, et les auditrices à se procurer donc le livre Blessures émotionnelles, comment grandir de ce qui nous fait souffrir aux éditions Larousse. Où est-ce qu'on envoie les auditeurs après ça s'ils veulent en savoir plus ? Il y a la télé bienveillante sur YouTube. Il y a mon site internet carolerinaldi.fr également. D'accord, formidable, impeccable. Écoute, merci beaucoup Carole d'avoir accepté cette invitation. Je suis sûre que cet épisode va parler à beaucoup de personnes. Donc, je te remercie beaucoup.
Merci à toi Christine, ça a été vraiment un plaisir et j'espère que cette passion sur les blessures aura été transmise aux personnes qui nous ont écoutés. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.